Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point Pharos. Alors, entre le 1er avril et le 15 avril 2026, l'actualité de la sécurité civile a confirmé quelque chose de très clair. On l'a déjà vu. Aujourd'hui, une crise n'abîme presque jamais un seul point. Elle fragilise un ensemble, elle touche les transports, l'énergie, les hôpitaux, la logistique, les communications, parfois en cascade et parfois en quelques heures seulement. Alors sur cette première quinzaine du mois d'avril, 3 lignes de force se dégagent nettement. D'abord, la persistance d'une forte vulnérabilité territoriale face aux aléas naturels, notamment lorsqu'ils touchent des infrastructures d'ampleur. Ensuite, le poids très lourd des conflits sur les populations civiles et sur l'organisation concrète des secours. Enfin, la montée en puissance d'outils comme la cartographie d'urgence, les drones, l'intelligence artificielle bien évidemment, qui transforment peu à peu la manière d'anticiper, de lire et de piloter les crises. Autrement dit, la sécurité civile ne se joue plus seulement dans la réaction. Elle se joue dans la capacité à garder un territoire fonctionnel quand plusieurs fonctions vitales commencent à vaciller en même temps. Et cette notion de simultanéité est devenue essentielle. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la newsletter en format PDF dans la description de la vidéo, juste en dessous. Elle reprend cette analyse de manière synthétique avec tous les liens utiles pour approfondir chaque sujet. Commençons tout de suite avec ce qu'il s'est passé en France durant cette première quinzaine. Le fait le plus marquant de cette première quinzaine d'avril en France intervient dans le Pas-de-Calais, où un TGV a percuté un poids lourd transportant du matériel militaire à un passage à niveau. Le conducteur du train a été tué, et le bilan humain reste malgré tout limité au regard d'autres accidents collectifs, mais l'événement mérite toute notre attention. Il concerne une infrastructure critique. Il implique un convoi militaire, et il rappelle qu'un point de rupture apparemment banal peut suffire à désorganiser tout un système. Ce qu'il faut regarder ici, ce n'est pas seulement l'impact initial, c'est tout ce qui suit. La sécurisation de la zone, la coordination entre l'opérateur ferroviaire, les secours, la préfecture et les autorités militaires. La gestion des voyageurs aussi. Et bien sûr, la reprise du trafic. En sécurité civile, c'est exactement cela qu'il faut apprendre à lire. Non seulement l'événement, mais la chaîne de conséquences qu'il déclenche. Il faut prendre de la hauteur. Contrairement à ce début d'année, la France n'a pas connu sur cette quinzaine de catastrophes majeures d'ampleur exceptionnelle. Ouf, on peut respirer un peu. En revanche, elle a continué à entretenir sa préparation, ce qui est loin d'être secondaire. Par exemple, l'exercice Hydro 2026, mis en avant au début avril, en est une bonne illustration. L'intérêt de ce type d'exercice, ce n'est pas la communication institutionnelle. C'est la possibilité de tester les procédures, d'identifier les points faibles et de corriger avant qu'une situation réelle ne les révèle dans les mauvaises conditions. Une fois de plus, entraînement difficile, match facile. C'est d'ailleurs une bonne manière de lire la séquence française, moins dans le spectaculaire que dans la robustesse, moins dans l'exceptionnel que dans l'entretien des capacités. Et cette idée de robustesse va justement nous être utile pour comprendre ce qui s'est joué ensuite en Europe. À l'échelle européenne, l'Italie concentre les faits les plus instructifs de la quinzaine. D'abord, le 1er avril, de fortes pluies ont frappé les Abruzzes et le Molise. Le barrage de Lissione atteint sa capacité maximale avec déversement vers l'aval et une zone industrielle de Termoli doit être évacuée. Dans le même temps, le service européen Copernicus est activé pour cartographier rapidement les zones touchées et appuyer l'évaluation de la situation. Ce cas est intéressant parce qu'il montre très bien ce qu'est une crise moderne. On ne parle pas seulement d'intempéries, on parle de gestion d'ouvrages, de protection d'activités économiques, de décision d'évacuation et d'appui satellitaire au commandement. En somme, en quelques heures, on passe d'un aléa météo à une lecture systémique du territoire. À peine quelques jours plus tard, le 7 avril pour être précis, un glissement de terrain majeur touche Petacciato. Et là, le phénomène prend une dimension encore plus parlante. Environ 2 km de terrain déstabilisé jusqu'à la mer. Une cinquantaine de personnes évacuées, l'autoroute A14 qui a été coupée, la liaison ferroviaire entre Bologne et Tarente qui a été interrompue, et 10 millions d'euros débloqués en urgence par l'État italien. L'agence Reuters évoque plusieurs mois de reconstruction pour certaines de ces infrastructures. Alors pourquoi cet événement est-il si parlant pour nous? Pourquoi est-il aussi intéressant? Tout simplement parce qu'il montre parfaitement qu'un phénomène naturel local peut devenir une crise de continuité territoriale. Le sujet n'est plus seulement le glissement de terrain en lui-même. Le sujet, ce sont les flux interrompus, les délais rallongés, les détours imposés, les conséquences économiques, les fragilités de liaison et la capacité d'un territoire à continuer de fonctionner malgré tout. Et c'est ici que l'Europe apporte aussi un élément de fond intéressant. Cette quinzaine s'inscrit dans un contexte où l'Union européenne pousse davantage la logique de préparation, conférence de haut niveau sur la Preparedness Union, stratégie renforcée sur les feux de forêt, réflexion sur les évacuations transfrontalières. Ce que l'on voit émerger, c'est une culture plus structurée de l'anticipation. Et ceux qui me connaissent bien le savent, je le dis souvent, anticiper, c'est dominer. Autrement dit, l'Europe nous montre deux choses en même temps. Des territoires toujours plus exposés et une montée en puissance progressive de la préparation. Mais dès que l'on sort du cadre européen, un autre niveau de gravité apparaît. Et là, la lecture change nettement.
À l'échelle mondiale, la quinzaine est dominée par un constat beaucoup plus dur. Dans plusieurs régions, la sécurité civile ne travaille plus seulement sous pression. Elle travaille dans des environnements profondément dégradés. Et vous l'avez tous vu dans l'actualité qui est plus qu'inquiétante. Le cas le plus marquant est celui du Liban. Le 9 avril, Reuters décrit des conséquences des frappes massives sur Beyrouth et sa banlieue sud. Le bilan dépasse les 250 morts à l'échelle du pays. Mais au-delà du chiffre, ce qui frappe, c'est la désorganisation de la chaîne de secours. Les hôpitaux sont saturés, les morgues sont largement sous tension, les accès sont difficiles, il y a des corps très endommagés, voire inidentifiables, et un environnement urbain qui ralentit encore la réponse. Ce point est essentiel. En sécurité civile, un grand nombre de victimes ne dit pas tout. Ce qui compte aussi, c'est la manière dont le système encaisse, comment il absorbe le choc. Et ici, on voit très bien qu'au-delà du choc initial, c'est toute la prise en charge qui se tend. Les secours, les soins, la médecine légale, l'information aux familles, l'organisation des flux. La totale. Le Soudan pousse cette logique encore plus loin. Le 15 avril, Reuters rappelle que le pays entre dans sa 4e année de guerre. Près de 75% de la population a besoin d'aide humanitaire. Au moins 700 civils auraient déjà été tués en 2026 par la guerre de drones. Là, on n'est plus seulement dans une crise aiguë, on est dans l'usure profonde d'un système de survie collective. Cela change tout dans la lecture opérationnelle. Quand les besoins deviennent massifs et durables, quand les ressources s'épuisent, quand les structures de santé se dégradent et que les déplacements de population se prolongent, la sécurité civile ne se réduit plus seulement à l'intervention d'urgence. Elle devient une fonction de maintien de la vie en environnement hostile, très hostile. Et dans un autre registre, d'autres événements rappellent que la pression sur les populations prend des formes très diverses. En Haïti, par exemple, une simple bousculade, à la citadelle La Ferrière fait au moins 30 morts, ce qui est colossal. En Afghanistan, un séisme de magnitude 5,9 provoque des effondrements mortels. En Équateur, les pluies, inondations et glissements de terrain continuent de fragiliser plusieurs provinces. Ce sont des crises de nature différente, mais elles racontent toutes la même chose. La vulnérabilité n'est jamais abstraite. Elle se mesure dans la capacité concrète d'un territoire à protéger, évacuer, soigner et durer. Et c'est précisément ce qui nous amène à un point de fond qu'on ne peut plus traiter comme un simple sujet périphérique. Le lien désormais très fort entre guerre et sécurité civile. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle et ça devient une évidence. Il faut le dire de manière très abrupte, la guerre est redevenue un sujet central de sécurité civile. Non pas parce qu'elle serait extérieure aux problématiques de secours, mais au contraire parce qu'elle touche directement ce que la sécurité civile cherche à préserver. C'est-à-dire les hôpitaux, les réseaux d'eau, l'électricité, les carburants, les axes logistiques, les capacités d'évacuation, les abris, les communications. En réalité, la guerre frappe aujourd'hui les mêmes fonctions vitales que celles sur lesquelles repose la protection des populations. Le bilan montre ce que devient le secours urbain sous frappe. Le Soudan montre ce que devient la survie collective quand la guerre dure. Et le conflit impliquant l'Iran rappelle qu'une atteinte aux infrastructures énergétiques produit des effets bien au-delà du site visé. Reuters, une nouvelle fois, évoquait le 15 avril jusqu'à 58 milliards de dollars de dommages potentiels sur les actifs énergétiques régionaux. Ce chiffre est évidemment économique, mais il est aussi pleinement opérationnel pour la sécurité civile, parce qu'il signifie potentiellement moins d'électricité, moins de carburant, moins d'eau, moins de continuité hospitalière, et donc une vulnérabilité plus grande des populations. La leçon générale est donc assez nette. En contexte de guerre, la sécurité civile ne consiste plus seulement à intervenir après un choc. Elle consiste à maintenir un minimum de fonctionnement collectif, malgré la dégradation générale de l'environnement. Et cette évolution nous conduit naturellement vers la dernière grande dimension de cette quinzaine, l'appui croissant des technologies. Alors c'est un sujet un peu plus enthousiasmant que ce qu'on a pu voir jusque maintenant, et heureusement. Ce qui apparaît de plus en plus clair, c'est que la technologie prend une place croissante dans la lecture et la conduite des crises. Le premier exemple, on l'a vu en Italie, c'est la cartographie d'urgence avec Copernicus. Lorsqu'un territoire est touché, disposer rapidement d'une image consolidée de la situation change beaucoup de choses. Cela aide à hiérarchiser, à orienter les reconnaissances, à partager une même compréhension de la crise et surtout à décider plus vite. Dans des environnements complexes, cette image commune est un avantage opérationnel majeur, vous vous en doutez. La deuxième évolution, c'est la structuration d'une doctrine européenne sur les drones et les contre-drones. L'intérêt est évident, les drones apportent une capacité très utile de reconnaissance, d'observation, de cartographie et parfois de recherche. Mais leur prolifération crée aussi de nouvelles menaces pour les sites sensibles, pour les rassemblements, et potentiellement pour les opérations elles-mêmes. La logique européenne consiste donc à penser ensemble les opportunités, mais aussi les vulnérabilités, vous l'aurez bien compris. C'est une approche saine. Troisième évolution maintenant, l'intelligence artificielle. Très vaste sujet qui bouge excessivement vite. Là aussi, il faut éviter à la fois l'enthousiasme naïf et la méfiance simpliste. L'IA peut améliorer l'alerte, la lecture de situation, le tri de l'information, l'évolution des dommages ou l'aide à la décision. Mais elle reste dépendante de la qualité des données, du cadre d'emploi, de la supervision humaine et de la doctrine qui l'encadre.
Elle sera utile si elle augmente la qualité du commandement. Par contre, elle sera problématique si elle donne l'illusion qu'elle peut s'y substituer. Au fond, la vraie innovation n'est pas uniquement technologique, elle est dans la manière de relier les outils, doctrine, commandement et retour d'expérience. Et c'est souvent là que se joue la différence entre un gadget impressionnant et une capacité réellement utile. À partir de là, on peut tirer les principaux enseignements de la quinzaine. Alors ce qu'il faut retenir, s'il fallait résumer cette quinzaine en quelques idées simples, je dirais d'abord que la sécurité civile doit de plus en plus être lue à travers ses fonctions vitales. Le véritable sujet n'est pas seulement l'événement, c'est ce qu'il désorganise derrière lui. Les transports, on l'a vu, l'eau, l'énergie, les soins, les flux, les communications. Ensuite, les conflits armés pèsent désormais directement sur les dispositifs de protection civile. Ils dégradent les secours, saturent les hôpitaux, déplacent les populations et détruisent les conditions même du secours organisé. Troisième point, l'Europe semble progresser dans sa culture de préparation. Plus d'anticipation, plus de coopération, plus d'outils, plus de réflexion sur la continuité. Et c'est une évolution importante. Quatrième point, la technologie progresse vite, très vite, mais elle n'a de valeur que si elle s'inscrit dans une doctrine solide, une organisation claire et un commandement assumé. Enfin, cette quinzaine rappelle qu'une crise moderne est rarement simple. Elle est souvent composite, systémique et beaucoup plus large que son point d'impact initial. En conclusion, ce que nous dit cette première moitié du mois d'avril 2026, c'est que la sécurité civile n'est plus seulement l'art de répondre à un événement. Elle devient de plus en plus l'art de préserver la continuité de la vie collective dans des environnements instables, parfois dégradés et parfois franchement hostiles. Il faut évidemment savoir sauver, évacuer, soigner, mais il faut aussi savoir cartographier, coordonner, protéger les infrastructures, maintenir les fonctions essentielles, absorber les chocs secondaires, et surtout, tenir dans la durée. C'est cela aujourd'hui le vrai niveau d'exigence. Et c'est sans doute la question la plus utile pour la suite. Non pas seulement quel sera le prochain événement, mais qu'est-ce qui, dans nos territoires et dans nos organisations, risque de céder au prochain choc. Ce point pharos de la première quinzaine d'avril est à présent terminé. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, à partager cette vidéo et surtout à télécharger le résumé en PDF directement dans la description sous la vidéo qui vous permettra, via les liens, de retrouver les sujets qui ont été abordés et de creuser un peu plus ces sujets.